Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du sujet NASA contre ESA, les télescopes spatiaux. Donc je vous parlerai tout d'abord des différentes agences spatiales en faisant un petit tour, puis nous parlerons de ce qu'est la lumière avant de pouvoir faire une présentation des différents types de télescopes spatiaux. Tout d'abord, je vais vous parler des deux grandes agences spatiales principales qui sont la NASA et l'ESA. La NASA, c'est l'Administration aéronautique et spatiale nationale, qui est l'agence spatiale américaine, et qui a été créée le 29 juillet 1958 afin de concurrencer l'URSS dans la course au spatial, durant la guerre froide. Et l'image que vous voyez juste ici, c'est le bâtiment d'assemblage des fusées, qui est situé au Kennedy Space Center en Floride. Et la seconde agence spatiale très importante, c'est l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui a été créée le 30 mai 1975 et qui supervise et coordonne les missions spatiales des pays européens. Et la base de lancement de l'ESA se trouve au centre spatial de Kourou en Guyane. Et donc c'est l'image que vous voyez juste ici. Même si la fusée que vous voyez, c'est une statue, ce n'est pas une vraie fusée. Hein, attention, c'est l'entrée de la base de lancement. Et donc maintenant les autres grandes agences spatiales dont on peut parler, j'ai choisi d'en présenter 4 ici. Donc la première c'est la JAXA, l'agence d'exploration aérospatiale japonaise, qui a été créée le 1er octobre 2003 en mélangeant d'anciennes organisations indépendantes au Japon. Et le spatioport principal se trouve au Tanegashima Space Center, d'où a décollé la mission Hope des Émirats Arabes Unis le 19 juillet dernier. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Avec une mission, la mission Hope, qui doit orbiter autour de la planète Mars. Et donc la JAXA, ils sont très impliqués dans la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Tout comme la deuxième organisation, la Roscosmos, qui est la corporation d'État Roscosmos pour les activités spatiales, qui a été créée le 25 février 1992. Donc c'est juste après la chute du mur, après l'URSS en fait, hein, après la guerre froide. Et donc leur principale base de lancement, elle se trouve à Baïkonour au Kazakhstan. Et c'est de là dont sont lancées toutes les missions avec des lanceurs Soyouz. Donc vous avez sûrement entendu parler dans les présentations d'hier, euh, enfin plutôt les présentations sur les lanceurs du fil rouge. Voilà. Et donc ensuite la troisième organisation c'est la CNSA, donc l'administration spatiale chinoise, l'administration spatiale nationale chinoise, qui a été créée le 22 avril 1993. Alors eux par contre ils sont pas impliqués du tout dans la station spatiale internationale, car ils sont actuellement en train de construire leur propre station spatiale. Voilà. Et la dernière organisation dont je vais parler c'est l'ISRO, donc l'organisation de recherche spatiale indienne, qui a été créée le 15 août 1969, donc beaucoup plus ancien que les autres, hein. Et c'est la première agence spatiale asiatique et la quatrième dans le monde à avoir atteint la planète Mars avec la mission Mars Orbiter, après la Roscosmos, la NASA et l'ESA. Voilà pour ce petit tour des agences spatiales. Et donc maintenant, on va essayer de se rappeler c'est quoi déjà la lumière, avant de pouvoir parler de télescope. Donc la lumière, en fait, c'est une onde électromagnétique qui est caractérisée par sa longueur d'onde. Et donc si vous voyez le schéma en bas à gauche et qu'on voit la lumière comme une onde un peu comme ça, et bien en fait la longueur d'onde c'est la distance entre les deux hauteurs de vague. Et selon cette distance, ça va nous donner des couleurs différentes. Donc par exemple si on contracte cette longueur d'onde, on contracte les ondes, on va avoir des couleurs qui vont aller vers le bleu, et si on les étire, on va aller vers des couleurs qui vont vers le rouge. Sauf qu'en fait, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe si on étire au-delà de la couleur rouge ou si on contracte plus que la couleur bleue? Et bien en fait, on va aller dans des longueurs d'onde qui ne sont pas visibles par l'œil humain. Parce qu'en fait, la lumière que nous voyons, les couleurs, ne représentent qu'une petite partie de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Ce sont toutes les longueurs d'onde possibles. Et donc voilà, en bas à droite sur l'espèce de frise, vous pouvez voir les différents domaines de longueur d'onde que l'on a, avec la lumière que l'on voit qui est en fait une toute petite partie. Et donc si l'on étire plus que le rouge, on va aller vers les couleurs infrarouges ou micro-ondes, et si on contracte plus que le bleu, on va aller vers les ultraviolets, puis les rayons X, puis les rayons gamma. Donc, hein, il y a déjà voilà, des longueurs d'onde en fait, que vous connaissez, par exemple les micro-ondes ou les rayons X, c'est juste qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu.
Mais voilà, mais tout ça, on va discuter de ces différents domaines de longueur d'onde durant l'exposé. Voilà, et donc enfin, la question qu'on peut se poser avant de parler de télescopes spatiaux, c'est pourquoi faire des télescopes que l'on envoie dans l'espace? Parce qu'on peut tous prendre un télescope, le mettre dans un jardin et observer le ciel en fait. Et donc la réponse à cette question, en fait, il y en a deux. La première, c'est parce que le télescope spatial ne va pas être gêné par la turbulence de l'air. Donc si jamais vous mettez votre télescope dans votre jardin et que vous regardez le ciel, si jamais il y a en fait en fait il va y avoir de l'air au-dessus de vous, entre vous et par exemple l'étoile que vous voulez regarder, et la lumière elle va un peu être gênée pour aller jusque dans votre télescope par l'air qui peut y avoir. Et donc ça fait que vous pouvez avoir des images qui sont pas très nettes, qui sont un peu floues. Et ça, c'est pas du tout à notre avantage, surtout si on veut faire de belles photos ou de faire de la science. Donc, on envoie les télescopes dans l'espace déjà pour pas être gêné par la turbulence de l'air. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que si on envoie des télescopes dans l'espace, on peut capter certaines longueurs d'onde qui sont normalement absorbées par l'atmosphère. Donc par exemple, le Soleil, il émet des rayons UV, ceux qui vous font bronzer, mais en fait, la quasi-totalité de ces rayons UV sont en fait bloqués par notre atmosphère, heureusement. Et le problème, c'est que si jamais nous, on veut faire de la science et observer ces rayons UV, en fait, on ne peut pas les voir depuis la Terre. Donc il faut envoyer des télescopes dans l'espace pour pouvoir recueillir toute cette lumière voilà, UV ultraviolette hein, que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui est tout de même présente. Voilà. Donc maintenant, on va parler des observations en lumière visible. Donc on va commencer vraiment à parler de télescopes, avec le tout premier télescope dont on va parler, qui est le télescope Kepler, hein, qu'on appelle le chasseur de terre. Donc c'est une mission qui a été lancée le 7 mars 2009 par la NASA et qui a été nommée d'après l'astronome Johannes Kepler, dont vous entendrez sûrement parler dans vos études. Et en fait, il a révolutionné le domaine des exoplanètes en découvrant plus de 2500, soit plus de la moitié des exoplanètes découvertes lors de sa retraite. Et en fait, il utilisait la méthode des transits pour chercher des planètes de taille semblable à la Terre. Donc la méthode des transits, c'est une méthode qui permet, si on connaît la luminosité d'un objet lumineux, hein, qui émet de la lumière vers nous, et qu'on voit un objet passer devant, eh bien, lorsque cet objet va passer devant, il va faire diminuer la lumière un peu apparente, normalement, qu'on est censé recevoir, et en calculant la différence de luminosité, on peut calculer la taille et la masse d'une planète. C'est comme si vous aviez une lampe devant vous, et en fait vous faites passer votre main devant. Donc comme quand votre main va passer devant la lampe, et bien en fait la luminosité que vous voyez de la lampe, elle va diminuer forcément, parce qu'elle va être un peu cachée par votre main. Et en fait si vous connaissez la lumière émise par votre lampe normalement, et ensuite que vous voyez la lumière que vous observez lorsque votre main est devant, vous allez être capable en fait de déterminer la taille de votre main. Et donc c'est exactement ce principe avec les planètes. Et donc en faisant ça, si jamais on trouve des planètes qui sont à peu près de taille semblable à la Terre, on dit que ce sont des planètes de type Terre. Et l'image que vous voyez juste à côté, c'est le genre d'image que prenait Kepler. Et donc c'est même la dernière image un peu qu'a pris Kepler avant de prendre sa retraite le 30 octobre 2018. Et en fait, il a pris sa retraite parce qu'il avait plus de carburant pour pouvoir se diriger dans l'espace. Donc ça c'est un peu un problème parce que c'est comme si vous mettiez votre télescope dans votre jardin et vous pouvez pas le bouger. Donc là, pour observer des choses, c'est un peu compliqué. Voilà. Et le deuxième télescope dont on va pouvoir parler, qui est un très célèbre télescope, c'est le télescope Hubble, l'observateur de l'espace lointain, qui a été envoyé par la NASA, mais l'ESA a beaucoup participé, beaucoup contribué aussi pour faire les instruments sur ce télescope. Et donc ce que je vous propose, c'est d'écouter une petite interview de Claire Guillotot qui va vous expliquer comment fonctionne ce fameux télescope Hubble. Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir l'histoire du célèbre télescope Hubble, dont on célèbre les 30 ans cette année avec Claire, doctorante à l'IRAP. Bonjour Claire. Bonjour Quentin. Effectivement, depuis 3 décennies, Hubble capture de nombreuses images de l'espace et de phénomènes célestes. On a tous déjà entendu parler de ce télescope et une grande partie des astronomes et astrophysiciens ont déjà travaillé sur ces images. Pour commencer, je vous propose de regarder une petite vidéo produite par la NASA
qui présente un tout petit échantillon de ce que ce télescope mythique a pu nous apporter. Avant d'en savoir plus sur ces images et les connaissances qu'elles ont pu nous apporter sur le monde qui nous entoure et sur l'univers dans lequel nous vivons, j'aimerais en savoir un peu plus sur les débuts du télescope Hubble, son lancement et son voyage. Le télescope Hubble est un projet de la NASA qui débute en 1970. Et après 7 années de bataille pour obtenir l'argent nécessaire à la construction du télescope, les premiers travaux débutent en 1977. La construction, le polissage des miroirs accumulent les retards. Et la destruction de la navette Challenger en 1986 empêche toutes les missions en navette de décoller, dont le lancement du télescope Hubble. Les budgets explosent, si bien que le télescope n'est prêt qu'en 1990 et qu'il aura coûté au total 2 milliards de dollars américains, ce qui en fait à cette époque le télescope le plus cher jamais construit. Le 24 avril 1990 alors, que s'est-il passé ? Eh bien, le 24 avril 1990, c'est le lancement du télescope spatial Hubble par la mission STS-31 avec la navette spatiale Discovery. Sound suppression water system armed. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of Space Shuttle Atlantis. A final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling, Atlantis on its way. Le jour suivant, il est placé en orbite terrestre basse, à environ 600 km du sol. Les panneaux solaires sont déployés, le télescope s'oriente pour ne pas pointer vers le Soleil. Après une phase de calibration du télescope, ponctuée de quelques problèmes, qui a duré environ 1 mois et demi, il est enfin prêt à prendre des photos de l'espace. Mais à la stupéfaction générale, les premières images que l'on reçoit sont floues. On arrive à déterminer assez rapidement que le plus gros miroir du télescope, le miroir primaire, est trop plat,
il devrait être incurvé d'un demi-cheveu en plus. Ça n'y paraît pas, mais c'est une très grosse erreur de production qui aurait dû être détectée beaucoup plus tôt. Et le télescope, dont on espérait obtenir des images beaucoup plus précises que des télescopes terrestres, comme il n'est pas perturbé par l'atmosphère, est en fait très loin de remplir sa mission. En fait, le télescope est myope. Les rayons lumineux réfléchis par le miroir ne convergent pas au même endroit. Et quand nos yeux sont myopes, qu'est-ce qu'on fait pour corriger notre vue? On met des lunettes. Et c'est exactement ce que la NASA a fait en 1993. Une navette de sauvetage est allée installer un dispositif correcteur à la place d'un des instruments qui est sacrifié. La mission STS-61 en 1993 a aussi permis de corriger quelques pannes et défauts du télescope. Cette mission a été un grand succès puisque, un mois plus tard, les résultats sont là. Les images du télescope permettent déjà de grandes avancées scientifiques. Y a-t-il eu d'autres missions de sauvetage du télescope depuis 1993? Depuis 1993, il y a eu 4 autres missions d'entretien qui ont lieu en 1997, en 1999, en 2002 et en 2009. Ces missions ont notamment permis d'intégrer de nouveaux instruments dans le télescope, d'en remplacer d'autres, de remplacer certains composants vieillissants. Et grâce à ces interventions, on estime que les capacités du télescope sont encore intactes dans le début des années 2010, malgré des composants qui ont une vingtaine d'années d'existence. Tu as parlé de grandes découvertes scientifiques rendues possibles grâce à Hubble. Quelles sont-elles? Lorsque le télescope Hubble a été pensé et construit, il a été pour des objectifs scientifiques précis. L'étude du milieu intergalactique, donc qu'est-ce qu'il se trouve entre les galaxies, l'étude des régions les plus reculées de l'univers, où se trouvent les premières galaxies, et la détermination de la constante de Hubble qui décrit l'expansion de l'univers. Les objectifs ont été remplis et Hubble a même surpassé les attentes que l'on en avait. Plus spécifiquement, on a pu déterminer que la vitesse d'expansion, donc l'éloignement des objets célestes de nous, augmentait. Et cette vitesse d'expansion est aussi reliée à l'âge de l'univers. On a donc pu, avec Hubble, avoir une estimation de l'âge de l'univers beaucoup plus précise. Avant Hubble, on estimait que l'univers avait entre 10 et 20 milliards d'années, et maintenant on l'estime à 13,7 milliards d'années. L'objectif de certains instruments de Hubble a été justement de prendre des photos de ces objets très âgés et très lointains. Vous avez peut-être entendu parler de ces célèbres images des champs profonds de Hubble, qui ont permis de révéler des galaxies situées à des milliards d'années-lumière de nous, et aussi de découvrir quelques-uns des objets les plus distants jamais connus. Ces champs profonds ont permis de créer des catalogues gigantesques d'images de galaxies sur lesquels on travaille encore aujourd'hui et qui permettent de grandes avancées scientifiques sur ces objets lointains dont on reçoit en fait peu d'informations. Le catalogue Kendos, par exemple, recense depuis 2013 plus de 250 000 galaxies dans le but d'étudier l'évolution des galaxies dans l'univers quand il était encore plutôt jeune. Depuis les années 60, on soupçonne que certaines galaxies contiennent un trou noir en leur centre, mais on n'a à l'époque pas vraiment de moyens de le prouver avec des observations. Les scientifiques ont donc travaillé à identifier les galaxies pour lesquelles la présence d'un trou noir en son centre était le plus probable. Et avec les observations d'Hubble, on a pu découvrir qu'il y avait une très forte corrélation entre les propriétés de ces galaxies candidates et la masse de leur trou noir central. Depuis la mise en fonction du télescope, on compte plus de 15 000 publications dans des journaux scientifiques basées sur des données Hubble. C'est énorme. Hubble a permis des découvertes qui ont été récompensées par de très nombreux prix scientifiques, dont plusieurs prix Nobel. Je vous laisse avec des interviews de professionnels réalisées par la Cité de l'Espace et UPS InSpace, qui travaillent tous les jours avec des images Hubble. Bonjour, je m'appelle Rouge Pello, je suis astrophysicienne au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Je travaille sur la formation des galaxies et plus particulièrement sur les propriétés des toutes premières galaxies qui se sont formées dans l'univers jeune. Moi, je dirais que dans mon domaine, dans ma discipline, dans mon domaine thématique, je pense qu'en fait, on n'aurait jamais rien fait sans Hubble qui soit digne d'être mentionné. C'est Hubble qui nous a permis d'accéder aux premiers objets qui ont été formés dans l'univers et effectivement d'obtenir des données d'une qualité exceptionnelle. On a eu des résultats qui, je pense, resteront comme extrêmement solides pour les années à venir. Du fait que nous observons à travers l'atmosphère, quand nous observons depuis le sol,
cela veut dire que la qualité de l'image, elle est forcément dégradée par rapport à l'image que l'on peut obtenir en dehors de l'atmosphère. Le télescope de Hubble nous a permis pour la première fois de gagner en fait cette qualité d'image tout en utilisant des bandes de longueur d'onde qui étaient celles qu'on utilisait au sol, de manière à pouvoir observer les objets les plus faibles, parce que ces objets sont extrêmement petits, compacts, d'un point de vue morphologique. Et le télescope de Hubble nous permet de concentrer la lumière de ces objets, en fait, sur une toute petite surface, sur les collecteurs, sur le détecteur que l'on va utiliser. Or, pour faire ce travail, on a utilisé deux stratégies qui sont en fait complètement différentes. Donc, la première stratégie consistait à observer des champs, dites des champs profonds, c'est-à-dire qu'on va prendre un bout de ciel dans lequel il n'y a pas d'étoile brillante qui va nous gêner, il y a juste à poser, si vous voulez, dans les différents filtres, dans les différentes bandes, aussi longtemps qu'il est raisonnable de le faire. Cela veut dire donc typiquement quelques dizaines d'heures dans chacun des filtres. Et comme ça, on peut aller en profondeur, si vous voulez, beaucoup plus profond qu'on n'avait jamais pu aller sur un télescope au sol. La deuxième stratégie, qui a été utilisée aussi par le télescope de Hubble, c'est de pointer vers les amas de galaxies. Pourquoi un amas de galaxies? Eh bien, parce qu'un amas de galaxies, c'est une structure très très massive qui va nous permettre d'amplifier en fait la lumière des objets qui se trouvent derrière. C'est une approche, si vous voulez, de l'antigravitationnel, dans laquelle on utilise un télescope additionnel qui est cet amas de galaxies le long de la ligne de visée. Et là, pareil, on va observer des objets derrière, donc, avec des temps de pause extrêmement longs, de manière à pouvoir observer les objets les plus faibles, et donc les plus distants dans ce cas, remonter dans le temps, si vous voulez, de la manière la plus spectaculaire qu'il soit. Ces galaxies, pour vous donner une idée, étaient 10 à 100 fois plus petites en termes de taille que les galaxies que l'on observe dans l'univers local, et aussi, bien évidemment, beaucoup moins massives. C'est-à-dire qu'ils étaient 100 000 fois moins massifs que celles qu'on a aujourd'hui, puisque les galaxies vont former des étoiles au cours des âges cosmiques et vont, au fur et à mesure, constituer leur morphologie, à la fois par évolution à l'intérieur de la galaxie et aussi parce que du matériel va tomber sur ces galaxies, il va former de nouvelles étoiles, et aussi les galaxies vont merger entre elles pour donner progressivement des structures de plus en plus massives au cours des âges cosmiques. Donc en fait, remonter au début de ces processus, c'était quelque chose qui a permis vraiment de comprendre les processus, puisqu'il n'y avait, avant que Hubble arrive, aucune idée de comment on arrivait à former les galaxies que l'on observe dans l'univers actuel. Une bonne partie du temps de télescope qui était disponible sur Hubble a été justement utilisée pour constituer des grands relevés, en ce qui me concerne, des relevés extrêmement profonds donc de l'univers distant, qui sont le patrimoine des astrophysiciens, bien sûr d'aujourd'hui, mais aussi des années à venir. Il y a encore une capacité, je dirais, d'exploitation, vraiment d'utilisation de ces données dans les années qui viennent. Donc effectivement, on va avoir dans les années qui viennent encore beaucoup d'articles, beaucoup de travaux et de résultats qui seront obtenus avec des données qui constitueront en fait, l'héritage de Hubble. Je pense que Hubble, effectivement, restera pour ça un instrument, un satellite qui a été unique et qui a changé notre perspective. Pas simplement parce que, effectivement, les données qu'on a pu avoir, les résultats qu'on a pu avoir sont très importants, mais aussi parce qu'on a appris à travailler d'une autre manière en utilisant Hubble. Un seul chercheur ne pouvait pas proposer un projet sur autant d'orbites qui prenait aussi longtemps pour son propre bénéfice, même si les questions qui étaient posées étaient des questions fondamentales de l'astrophysique. Donc, en fait, il a fallu qu'il y ait un effort, une force de proposition qui n'était pas celle d'individus, mais celle de communautés. En pensant que ce qui allait être obtenu n'allait pas servir simplement la problématique d'un individu ou d'un tout petit groupe, mais quelque chose qui était plus ambitieux que ça et qui allait servir même, je dirais, les besoins d'une communauté entière. Donc, même ça, je pense, ça va rester comme un des grands résultats de Hubble pour la communauté astronomique internationale.
Bonjour, je m'appelle Thierry Contigny, je suis astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Donc le télescope spatial Hubble, c'est un télescope qu'on utilise beaucoup pour étudier les galaxies, hein, puisqu'il permet en fait d'avoir des images avec beaucoup de détails, hein, ce qu'on appelle des images à très haute résolution. Donc ça permet par exemple de sonder le centre des galaxies. Moi j'utilise beaucoup Hubble pour étudier les galaxies lointaines, hein, puisque plus on regarde loin dans l'espace, plus on remonte dans le temps. Donc on voit les galaxies telles qu'elles étaient il y a 5, 6, 7 milliards d'années. Et donc Hubble en fait a réalisé ce qu'on appelle des champs très profonds, hein, sur une petite zone du ciel. On peut aussi appeler ça un carottage du ciel. Donc ça permet en fait d'observer des galaxies qui sont très faibles. L'intérêt de Hubble d'obtenir des images, c'est que vu que c'est un télescope spatial hors atmosphère, on peut voir beaucoup de détails dans les galaxies. Mais on n'a que quelques fréquences, donc on peut obtenir uniquement des images qu'on appelle dans différents filtres, à différentes fréquences. Et donc pour ensuite connaître vraiment la distance des galaxies, c'est plus compliqué. On peut utiliser les images, mais on a seulement une idée de leur distance, c'est-à-dire qu'on n'a pas une mesure précise. Pour obtenir une mesure précise de leur distance et donc de leur âge, il faut obtenir un spectre des galaxies. Donc il faut disperser la lumière et ensuite mesurer les signatures spectrales, un peu comme un code barre qu'on arrive à reconnaître, pour pouvoir mesurer leur distance. Et donc c'est pour ça que MUSE, hein, l'instrument qu'on a construit, donc un consortium européen, et qu'on a installé sur un des grands télescopes au Chili, un des télescopes VLT il y a 5 ans maintenant. Donc en fait on utilise cet instrument MUSE pour obtenir des spectres des galaxies. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été regarder les mêmes portions du ciel qui ont été observées par Hubble, puisqu'on avait déjà des images de très bonne qualité de ces champs-là. On a posé MUSE sur ces portions du ciel, et on a fait exactement la même chose, c'est-à-dire des champs très profonds. On a observé pendant 10, 20, 30 heures, 50 heures la même région du ciel pour pouvoir observer des galaxies qui émettent très peu de lumière parce qu'elles sont très distantes de nous. Et donc grâce à ça, en fait, en une seule observation, on arrive à obtenir le spectre de toutes les galaxies suffisamment brillantes dans le champ. En une seule fois, on arrive à mesurer la distance de tous ces objets. Et donc en ayant à la fois donc, la connaissance de leur distance, donc de leur âge, en ayant des images de très bonne qualité obtenues par Hubble, plus toutes les informations qu'on obtient dans les spectres de MUSE, hein, parce qu'on peut obtenir leur distance, qu'on appelle le redshift en anglais, mais on peut aussi obtenir une mesure de leur abondance chimique, hein, ce qui nous renseigne sur leur stade d'évolution, et également sur leur dynamique. Est-ce que ce sont des galaxies plutôt en forme de disque, comme la Voie lactée, qui tournent sur elles-mêmes, ou est-ce que ce sont plutôt des galaxies de type elliptique, c'est-à-dire qui sont complètement différentes des galaxies spirales, ou alors détecter également des galaxies qui sont en interaction, qui sont en train de fusionner entre elles, puisqu'on pense que c'est un phénomène très important pour expliquer la croissance des galaxies au cours du temps. Donc ce sont vraiment deux instruments très complémentaires, Hubble et cet instrument MUSE. Ce n'est pas du tout une compétition, hein, c'est même une complémentarité. Il y a d'autres astrophysiciens en fait, qui utilisent la complémentarité Hubble et MUSE pour par exemple étudier des galaxies plus proches de nous, où on a encore plus de détails pour voir les mouvements du gaz dans ces galaxies, comment ces galaxies forment des étoiles. Mais MUSE et Hubble sont également complémentaires sur d'autres domaines de l'astrophysique, hein, comme par exemple les amas globulaires, qui sont des amas d'étoiles très vieux qui tournent autour des galaxies, hein, comme ceux qu'on peut observer autour de notre propre galaxie, et qui permettent par exemple de comprendre, on appelle ça des trous noirs de masse intermédiaire, hein, qui sont un peu plus gros que des trous noirs qui se forment à partir d'une étoile, et beaucoup plus petits que des trous noirs qui sont au centre des galaxies, et qui sont encore des objets assez énigmatiques. Et donc la complémentarité MUSE et Hubble apporte aussi des réponses dans ce domaine-là. Mes premiers pas en astrophysique, ça a été le début de Hubble. Alors des débuts un peu difficiles, hein, puisqu'il y a eu un peu des ratés au démarrage, puisque Hubble était myope au départ. Donc la première mission a été de corriger sa myopie, donc des débuts un peu compliqués. Mais aussitôt que ce problème a été corrigé, qu'on s'est rendu compte de la qualité d'image que Hubble produisait, c'était vraiment, vraiment bluffant. Enfin, moi, c'est ce qui m'a aussi motivé pour continuer dans cette voie. Hein. Voilà, on lui donnait une durée de vie, 10, 15 ans, maximum. C'était difficile d'imaginer qu'il deviendrait comme ça une personne âgée, qu'il arriverait jusque-là, avec une belle espérance de vivre. Et maintenant que vous êtes incollable sur Hubble, nous allons pouvoir passer à la suite. Et juste avant, je vais vous
fait remarquer la magnifique photo que l'on peut voir qui a été prise par Hubble la galaxie NGC 3583. Vous voyez un peu le genre de qualité, de photos de qualité que Hubble peut prendre. Voilà, donc maintenant on va parler de la bande des micro-ondes. Qu'est-ce que c'est que la bande des micro-ondes? En termes de physique, ce sont les rayonnements électromagnétiques avec une longueur d'onde située entre 1 mm et 1 mètre. Donc en fait, ce sont les ondes qui sont étirées beaucoup plus que le rouge. Et donc, on arrive aux micro-ondes. Et en fait, ce sont les mêmes ondes qui servent à réchauffer les aliments dans un four à micro-ondes. C'est-à-dire que quand vous faites réchauffer quelque chose dans un micro-ondes, lorsque vous l'allumez, si jamais vous pouviez voir les micro-ondes, eh bien en fait vous verriez de la lumière à l'intérieur. Sauf que du coup, vous en voyez pas, enfin moi non plus, hein, parce que nos yeux ne sont pas équipés pour pouvoir observer ces longueurs d'onde. Donc ça nous paraît transparent. Et en fait, ce que vous voyez l'image au-dessus, c'est très très important pour la physique, c'est ce qui s'appelle le fond diffus cosmologique. C'est de la lumière, donc micro-ondes, qui date de environ 380 000 ans après le début de l'univers, ce qu'on appelle le Big Bang, et qui peut être mesurée dans l'espace avec des télescopes spatiaux. Et en fait, étudier cette lumière, ça nous permet d'avoir des informations extrêmement importantes pour déterminer notamment, par exemple, l'âge de l'univers ou la taille de l'univers. Voilà. Et en fait, l'image que vous voyez, en fait, c'est une représentation qui est utilisée pour représenter tout le ciel environnant autour de nous. C'est une représentation, voilà, de l'univers que nous voyons. Donc c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas tout détailler ici, mais sachez qu'en fait, étudier cette lumière, ça nous permet d'avoir de grandes informations sur comment était l'univers au début de celui-ci. Hein. L'univers, il est âgé de 13,7 milliards d'années, et donc là, ça nous donne des informations sur 380 000 ans après le début de l'univers. Donc c'est très très ancien. Voilà. Et donc les observations qu'on peut avoir en micro-ondes, elles ont été faites notamment en premier par le télescope WMAP, qui est le premier photographe de cet univers primordial, qui a été lancé le 30 juin 2001 par la NASA. Et il a été le premier à observer le fond diffus cosmologique, ce qui a donné des résultats extrêmement cruciaux, ayant permis d'estimer l'âge et le contenu de l'univers. Notamment c'est grâce à ces premières études que l'on a pu savoir que l'univers était âgé d'environ 14 milliards d'années. Et en fait, ce télescope a pris sa retraite le 20 octobre 2010. Mais il a été en fait succédé par le télescope Planck, qui est l'expert du fond diffus cosmologique. Donc lui, il a été lancé par l'ESA le 14 mai 2009. Donc justement pour être le successeur de WMAP. Et voilà, le nom Planck d'après le physicien Max Planck, dont vous entendrez sûrement aussi parler dans vos études. Et voilà. Et donc son but était de raffiner les données de WMAP, ainsi que d'étudier la Voie lactée et notre système solaire. Et il a été désactivé, lui, le 23 octobre 2013. Et en fait, si vous voyez l'image que l'on peut voir du fond diffus cosmologique, en fait, vous pouvez voir à gauche les images de WMAP et à droite les images de Planck. Et donc vous voyez que Planck, par exemple sur les deux carrés en bas là, c'est la même image vue par Planck et WMAP, mais on voit que Planck est beaucoup plus précis et nous permet de voir beaucoup mieux ce qui se passe. Et donc ça a permis de raffiner encore plus les données que l'on avait obtenues avec WMAP, et notamment ça a permis d'estimer beaucoup mieux l'âge de l'univers que l'on estime maintenant à 13,7 milliards d'années. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la lumière infrarouge. Donc la lumière infrarouge, c'est les rayonnements qui ont une longueur d'onde entre 700 nanomètres et 1 mm. C'est-à-dire que si on prend les longueurs d'onde et qu'on contracte un peu les ondes, on va arriver en infrarouge. Et voilà, et si on contracte encore, après on arrive vers vraiment le rouge que l'on voit et la lumière visible. Et donc les rayons infrarouges, c'est ceux qui sont émis par les corps humains et les animaux, avec voilà, les lunettes qui permettent de voir un peu comme l'image du cheval que vous voyez là. Et ce sont aussi les mêmes ondes qui sont envoyées par les télécommandes pour contrôler la télé. Donc, que vous ne voyez pas, mais qui sont en fait présentes. Hein. Et donc le but d'observer en infrarouge, ça permet notamment de voir des objets à travers les poussières qui peuvent être présentes dans l'espace. Par exemple, ce que l'image que vous voyez en bas à droite, c'est la galaxie, notre galaxie, hein, vue depuis chez nous. Et si jamais vous voyez cette même image en lumière visible, en fait vous verrez que tout le milieu il est tout noir et obscurci par des poussières, les poussières présentes dans l'espace.
Voilà. Et donc ce genre d'image, comme on dit, on observe en infrarouge, donc en fait normalement on le voit pas tout ça là, tout le rouge. Donc en fait ça c'est observé par des télescopes qui ensuite, l'image est ensuite traitée par les scientifiques et ils rajoutent les couleurs que nous voyons. Donc c'est pour ça là les scientifiques l'ont mis en rouge. Et donc les observations que l'on peut avoir en infrarouge, donc on peut avoir tout d'abord le satellite Herschel qui a été lancé le 14 mai 2009 par l'ESA en collaboration avec la NASA et qui est le plus gros télescope infrarouge qui ait jamais été lancé. Il a notamment été le premier télescope à confirmer la présence de molécules d'oxygène dans l'espace. Et donc sa mission s'est terminée le 17 juin 2013. Voilà. Et donc l'image que vous voyez ici, c'est la région de formation d'étoiles W3, W4, W5. Bon, excusez-moi pour la qualité, hein, elle n'est pas parfaite, mais bon, on voit bien dessus que on a en fait plusieurs régions. Donc on a tout à droite des espèces de gros points blancs là. Ça c'est la région W3. Ensuite la grosse région bleue de droite c'est W4 et la grosse région bleue à gauche c'est W5. Et en fait ça, ce sont des nuages moléculaires géants qui sont parmi les centres de production d'étoiles les plus actifs de notre galaxie. Voilà, et donc ça c'est le genre de choses qu'Herschel a pu voir en infrarouge et qui a ensuite été remis avec des couleurs que nous voyons. Et ensuite le deuxième télescope dont on peut parler, c'est le télescope Spitzer, qui a été lancé le 25 août 2003 par la NASA. Donc lui, il a étudié la création de l'univers, la formation et l'évolution des étoiles et des galaxies, et il a même permis de grandes découvertes dans le domaine des exoplanètes, bien que ce ne soit pas un de ses objectifs initiaux. Et en fait, il a aussi découvert le plus grand anneau de la planète Saturne. Voilà. Et il a été désactivé le 30 janvier 2020. Vous voyez, c'est très récent, hein. Et l'image que l'on voit juste ici, c'est la nébuleuse de la patte de chat, donc qui est dans la constellation du Scorpion. Et donc ce que vous voyez ici, en fait, tout le rouge là, en fait, c'est du gaz et de la poussière qui peuvent s'effondrer pour créer de nouvelles étoiles. Donc c'est aussi un endroit de production d'étoiles. Maintenant, on va parler des rayons ultraviolets. Donc les rayons ultraviolets, ce sont les rayonnements avec une longueur d'onde entre 10 nanomètres et 400 nanomètres. Donc ce sont les rayonnements, quand on prend le bleu que nous voyons, si on contracte encore plus l'onde, hop, on arrive dans les ultraviolets et là on les voit plus. Donc en fait les rayons ultraviolets, c'est ceux qui nous font bronzer au soleil. Et ils peuvent être émis par certaines lampes, comme les lampes noires, donc vous voyez la photo juste à droite, hein. Et on peut aussi les utiliser pour tuer des bactéries. Voilà, et l'étude de ces rayons UV, elle nous renseigne sur la formation des étoiles, avec par exemple les jeunes étoiles et les naines blanches qui émettent beaucoup de rayons UV. Mais ceux-ci ne sont visibles que dans l'espace, comme on l'a dit. Et en fait, l'image que vous voyez en bas à gauche, vous avez le soleil vu en lumière visible, donc c'est tout jaune avec quelques points rouges. Et si on regarde le soleil en rayons UV, et qu'ensuite on remet les couleurs telles que pour que nous puissions les voir, eh bien on a l'image du soleil à droite, où là on peut voir en fait toutes les éruptions solaires et tout ce genre de choses. On voit que le soleil est beaucoup moins uniforme que l'on le pense si on regarde juste en lumière visible. Et donc, si on peut parler des observations en UV, on peut parler du satellite Galex, qui est spécialisé dans la formation des étoiles, hein. Et lui, c'est l'explorateur d'évolution de galaxies. C'est ça ce que ça veut dire, Galex. Il a été lancé le 28 mai 2003 par la NASA et désactivé le 28 juin 2013, 10 ans après. Et donc il a étudié l'histoire de la formation des étoiles pour comprendre comment se forment les galaxies. Et donc par exemple l'image que vous voyez à gauche, NGC 6744, c'est une image qui a été prise par Galex et qui est en fait la galaxie la plus proche de la Voie lactée, de notre galaxie, qui est comme la Voie lactée. Voilà, donc c'est un peu comme si nous voyons la cousine de notre galaxie. Et à droite, vous avez la galaxie M83, qui est aussi assez connue parce que c'est une belle galaxie. Et maintenant, nous allons parler des rayons X. Donc les rayons X, ça je suis sûr vous en avez aussi entendu parler à peu près, hein. Et donc c'est les rayonnements qui sont situés entre 10 picomètres et 10 nanomètres. Et donc en fait voilà, c'est quand on prend la lumière bleue, on contracte, on a les ultraviolets, on contracte encore plus et on arrive sur les rayons X.
Et en fait, une chose que j'ai pas dit, mais voilà, plus on contracte les ondes comme ça, plus l'énergie va être élevée. Donc là, on commence à arriver dans des phénomènes très puissants, même dans l'espace, hein. Et donc sur Terre, par exemple, les rayons X, vous les connaissez, on s'en sert en médecine pour faire des images en voyant à travers le corps humain, les fameuses radios, hein. Donc, comme l'image que vous pouvez voir juste ici. Mais ça déjà, vous voyez, les rayons X, comme c'est très énergétique, il ne faut pas faire beaucoup de radios dans la même année parce que c'est pas très bon pour le corps d'en faire tout le temps, hein. Ça peut être dangereux sinon. Et dans l'espace, eux, ils sont émis par des objets très très chauds. Donc comme des restants de supernova, ou encore la matière qui orbite autour des trous noirs, hein. Donc par exemple avec l'image que vous voyez juste ici, hein, pour ceux qui ont vu le film, du trou noir du film Interstellar. Et donc étudier ces rayons X, ça nous permet d'étudier ces objets-là en détail, d'avoir des informations qu'on ne peut pas avoir normalement si on étudie juste avec la lumière visible. Et donc pour parler des observations en rayons X, on peut tout d'abord parler de Chandra X-Ray Observatory, qui est, on peut qualifier d'œil de faucon en rayons X, et qui est une mission qui a été envoyée par la NASA le 23 juillet 1999, qui est nommée d'après le scientifique indien Subramanian Chandrasekhar, et c'est un satellite qui est toujours en activité. Alors, il a une très grande résolution, c'est pour ça que c'est un peu l'œil de faucon, qui lui permet d'observer certains objets qui ne sont pas forcément visibles par l'autre télescope dont on va parler, c'est même Newton. Et il a permis de créer de nombreuses images composites en combinant ces données avec celles d'autres télescopes, donc par exemple comme Hubble, dont on a parlé avant, et il a aussi produit la première image en rayon X de la planète Mars. Voilà. Et l'image que vous voyez juste ici, donc à gauche du télescope Chandra, hein, c'est l'image de la galaxie M33. Donc en fait c'est une image d'une galaxie donc, qui a été prise en lumière visible, mais tout ce que vous voyez, les petits points roses partout, en fait ça, ce sont des étoiles à neutrons et des trous noirs qui ont émis des rayons X. Donc quand on compose des images comme ça s'appelle justement une image composite. Et le deuxième télescope dont on va parler, c'est XMM Newton, qui a été lancé le 10 décembre 1999 par l'ESA, et qui est lui aussi toujours en activité, vous voyez, depuis 1999, et c'est le plus gros satellite scientifique ayant été construit en Europe. Il a un champ de vue beaucoup plus large que Chandra, donc là aussi, en fait, ils ont un peu les mêmes capacités, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions, parce qu'on ne les a pas utilisés pour regarder les mêmes choses de la même manière, même s'ils voyaient tous les deux en rayon X, et qu'ils ont été lancés à peu près en même temps, quoi, hein, à quelques années d'écart. Enfin, à quelques mois d'écart, plutôt. Et donc lui, en fait, il a été nommé d'après le célèbre physicien Isaac Newton, dont vous avez sûrement entendu parler ou entendrez parler dans vos études. Et donc XMM Newton, il a principalement étudié les trous noirs, les quasars et les étoiles à neutrons. Donc ça, ce sont des objets qui émettent tous ces rayons X et qui sont déjà assez puissants. Et l'image que vous voyez à droite, c'est l'image de la galaxie M101. Et donc c'est une image optique à la base, donc prise avec un télescope qui va en lumière visible, qui est en noir et blanc, inversé. C'est pour ça qu'on voit blanc et noir. Et le but, c'est de superposer ça avec tous les autres points lumineux que vous voyez, qui sont là les images des sources X. Et le but de faire cette image, c'est qu'on voit que on a une correspondance entre la lumière, donc les sources d'émission de rayons X, et les bras de la spirale de la galaxie, qui sont en noir. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler des rayons gamma, qui ont une longueur d'onde inférieure à 10 picomètres. Donc c'est les rayons que l'on obtient lorsque l'on contracte des rayons X en fait. Et donc en médecine, on peut s'en servir pour réaliser des images d'organes internes ou encore pour traiter des tumeurs. Et dans l'espace, les rayonnements gamma sont les rayonnements les plus énergétiques de l'univers, hein. Et donc il y a ce qu'on appelle les sursauts gamma, qui sont de fortes et brèves émissions, qui sont émis lors d'événements incroyablement puissants tels que les explosions de supernovae ou les fusions d'étoiles à neutrons, ce qu'on appelle les kilonovae. Donc c'est un peu le chiffre que vous voyez sur la gauche, hein, lorsqu'on a deux étoiles à neutrons qui tournent et qui en fait vont fusionner comme ça va émettre énormément d'énergie, dont ces fameux sursauts gamma.
Et donc, pour parler des observations en rayons gamma, on va parler du télescope Fermi qui a été lancé le 11 juin 2008 par la NASA. Et il est nommé d'après Enrico Fermi, un célèbre physicien des hautes énergies. Et ce télescope est toujours en activité. Ses objectifs sont d'étudier entre autres la matière noire, les trous noirs et les sources de sursaut gamma. Et il a notamment découvert le plus puissant sursaut gamma observé. Euh, donc c'était une explosion qui avait l'énergie de 9000 supernovae. Vous vous rendez compte, c'est gigantesque, hein. Et donc l'image que vous voyez ici, c'est une carte du ciel en rayons gamma qui a été faite par Fermi. Et ce que vous voyez qui est entouré un peu partout, ce sont ce qu'on appelle les sources radio-éclatantes quasi-stellaires. Ce sont les blazars. Ils ont des sources extrêmement puissantes de rayons X, qui sont en fait lorsque l'on a un trou noir au centre d'une galaxie, qui en fait va faire tourner de la matière extrêmement vite autour de lui, ça va produire justement ces énormes sursauts gamma, tous ces rayons gamma. Et donc, voilà l'image que vous voyez là, hein, en fait, c'est la réunion de 5 ans de données, hein, qui ont été regroupées pour faire cette carte. Et ce que vous voyez, la bande que vous voyez au milieu, c'est le plan central de la Voie lactée. Hein. Un peu comme ce que vous avez vu tout à l'heure quand on a montré voilà, l'image en infrarouge de la galaxie. En fait, c'est toujours cette bande au milieu que l'on voit, hein. C'est notre galaxie. Forcément, comme on est à l'intérieur de cette galaxie, on est forcé d'avoir une bande quelque part dans le ciel que nous regardons. Voilà. Et donc maintenant que nous avons fini avec cette présentation des télescopes, eh bien, vous allez pouvoir assister aux ateliers de la journée. Donc à 11h30, il y aura l'atelier de construction du patron du télescope spatial Planck, dont on a parlé tout à l'heure, hein. Et à midi, il y aura la préparation de la mission spatiale où vous pourrez construire une maquette du télescope spatial Hubble en carton. Voilà. Donc ici, il y a les crédits de toutes les images dont j'ai parlé. Merci à tous et au revoir.